J'ai pratiqué la descente avec une corde dans les reins le long des corniches abruptes de la grande ravine, au risque de me fracasser sur les rochers au fond, si je tombais. Bonjour Guy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, Lucas Guy Victor, 97 ans. Une maxime qui a un sens particulier pour toi, une phrase. Une phrase, Oui. eh bien, ce serait une phrase qui a une valeur primordiale dans ma vie. C'est ne jamais me dégonfler devant l'adversité. Très bien. Qui ou quoi déclenche une grande admiration chez toi? Une grande admiration, j'ai admiré beaucoup de monde. Principalement le docteur G, qui est venu installer la nouvelle psychiatrie à La D'accord. Réunion. Le docteur Kishina, qui était le président du conseil général à l'époque et qui était en même temps président du conseil d'administration du centre hospitalier. Ok. Ensuite, bien sûr, il y a eu mon père, le maire de Saint-Paul. D'accord. Et aussi Et au ces niveau ces deux politique. mandatures. Et au niveau politique, tu m'as dit que tu Au niveau admirais. politique, lui, il était communiste. Mais tu admirais quelqu'un en particulier. Alors, Le général de Gaulle, c'est ça? pour moi, mon idole, c'était le général de Gaulle. Voilà, d'accord. Faut Dès pas les l'oublier, premiers jours alors. de son appel, j'ai rejoint le général de Gaulle. D'accord, déjà on va en parler tout à l'heure. Et alors pour moi, tu as une très longue vie, très riche, et il faudrait des heures pour raconter tout ça. Donc je me suis concentrée sur 3 questions que je vais te poser, mais ça sera une goutte d'eau dans l'océan de tes péripéties et depuis ta naissance en 1925. Et à propos d'océan, tu es aussi un amoureux de la pêche. Oui, j'aime la pêche parce que j'aime le poisson. Mhm. C'est la gourmandise. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la pêche? Alors, la pêche, ça m'apporte beaucoup de stabilité. Ça donne envie de vivre quand on va à la pêche. On est en plein air, on vit on vit de l'air frais qui souffle sur la mer. Quand on est en bateau, quand on est sur la côte, on est toujours perché sur un rocher au bord de la mer. C'est ce que tu as fait? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de tout. Ça t'est arrivé d'être perché sur un rocher? Ah oui, j'ai pratiqué la descente avec une corde dans les reins le long des corniches abruptes de la grande ravine, au risque de me fracasser sur les rochers au fond, si je tombais. Et pour aller pêcher Pour quoi? aller pêcher. Pour aller pêcher des capitaines, pour aller pêcher des rizdals, des grands gueules, des dorés, des barbues, et que sais-je. Et tu as essayé beaucoup de techniques, tu m'as dit. Ah oui, nous avons essayé toutes sortes de techniques. C'est en pêchant qu'on s'est formé à la pêche. C'est en venant souvent. Et à chaque fois, on inventait des choses. Comme par exemple? Comme par exemple, savoir mettre un hameçon un peu spécial au bout de la ligne pour attraper un gros poisson au bout, avec un appât très gros, et des appâts moins importants, plus loin derrière pour prendre les plus petits. On a appris un tas de choses. On a appris à pêcher. Tu as aussi appris à pêcher à des jeunes, tu m'as dit. Alors, oui, eh bien oui, les enfants nous ont suivis à la suite. Pour devenir des Les pêcheurs. enfants, les cousins et les autres. D'accord. Et on a appris à tout ce monde-là se servir d'une canne, à faire comment empiler un hameçon. Et toi, Comme ta il faut. spécialité, c'était pas la pêche au crabe? Non, c'était pas une spécialité.
c'était une partie de pêche un peu spéciale, mais que j'aimais beaucoup. Attraper les crabes girafes. Et elle se Les crabes situe où? girafes sont des crabes qui vivent en pleine mer, pas sur la côte à terre. D'accord. Ils sont toujours à 100, 200 mètres de la côte. Et ils vivent justement dans des baïnes, dans des creux, où il y a du sable. Et c'est là où on a fait des corallés pour les prendre. D'accord. Ok, bon. Alors maintenant, on va passer à ta période scolaire. Tu m'as raconté que tu étais renvoyé à un moment donné, que tu avais 14, 15 ans. Tu Ouais. étais renvoyé de l'école pour une raison un peu... Oui, alors ça s'est passé pendant la guerre 39-45. La fameuse guerre pendant laquelle la Réunion, pour se distinguer, comme s'il n'y avait pas assez de fous ici, pour se mettre sous les ordres du maréchal Pétain. Alors qu'on avait la mer autour de nous, et la mer remplie d'Anglais. Les Anglais étaient les maîtres incontestés de l'océan. Donc on n'avait aucune chance de lutter contre eux. Mais une bande, j'allais dire une bande de cons, et une bande de fortes têtes comme les Aubert. Je dis là non, les Aubert, les Pillet, secrétaire général, etc. Des gens qui croyaient qu'ils auraient pu être à dire à De Gaulle de prendre possession de la Réunion. Eh ben, Mais toi, tu as été renvoyé pourquoi? Qu'est-ce moi, qui s'est j'étais passé? renvoyé parce que le maréchal Pétain faisait des discours et il disait quelques mots et qui étaient repris par un prof d'anglais, de français, qui, lui, prof de français, était non seulement prof de français, mais chef de la garde du maréchal. Tu vois? Alors, il fallait faire attention, lui. Alors, j'étais au 3e banc dans la classe. Et il avait commencé par le 1er banc un jour. Et chaque jour, un élève, chacun son tour allait au tableau. Et il dictait. Le maréchal a dit, pas quoi. Alors, vous lisez à haute voix et vous expliquez à vos copains qu'est-ce que le maréchal a voulu dire. Et les mecs, ils le faisaient. Ils faisaient mal, mais ils faisaient quand même. Bon, ben, le 3e rang, mon tour est arrivé, un jour. Alors, il m'a envoyé au tableau, je suis allé, je savais ce qui allait m'arriver. Et il m'a dit, écrivez. Le maréchal a dit. J'écris pas. Il dit, Lucas, vous m'entendez là? J'ai dit oui, je vous entends, mais moi j'écris pas. J'écris rien de ce que le maréchal a dit. Moi je suis gaulliste. Eh bien vous foutez le camp à la porte. Et donc, il t'a Et je suis renvoyé. parti. Je pensais que c'était passager, qu'on allait me rappeler le lendemain. Le lendemain, j'ai pas eu droit au cours de français. Et c'était définitif, en fait. C'était définitif. Il m'avait foutu à la porte définitivement de sa classe. Bon, alors, c'était pas trop grave puisque tu as pu Comment rebondir. c'était pas grave? Enfin, je veux dire, c'est pas trop grave dans ta vie Ça puisque... m'avait C'est vrai, déstabilisé totalement. mais tu as Je bien suis arrivé à la rebondi. maison en pleurant, je racontais ça à ma mère, à mon père au téléphone parce qu'il était maire de Saint-Paul, maire communiste de Saint-Paul, et il m'a écouté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien. Alors, je ne suis plus allé en classe, moi. Oui, mais quand je dis c'est pas grave, je voulais dire que tu as bien rebondi puisque tu as été voir ton oncle Ah non, après. je ne me suis pas laissé Voilà. entuber par j'allais dire Gérard. Je tais son nom. Le prof de français. Et donc ça t'a amené à te rapprocher de ton oncle. Alors, je me suis rapproché de mon oncle Simon, qui lui a été fiché à la porte, carrément. Oui, il a Pour pas les dit- mêmes raisons? Non. Lui, c'est parce qu'il était communiste aussi, Ah, comme son frère, le maire. Et non, mon papa.
Alors Simon, lui, on lui a fiché un pied derrière et il est allé planter ses salades, comme on dit. Pour de vrai. Heureusement que mon père avait un terrain assez important et mon oncle Simon, directeur d'école, euh, il a été, quand il a passé son brevet supérieur, mon oncle Simon, il était major de sa classe. Bon. Alors lui, il est allé planter des salades. Et toi, tu as fait quoi avec lui? Ben, je suis allé apprendre à planter des salades moi aussi. Ok. On a fait du jardinage, on a vécu de ça pendant toute la guerre. 39, 45, 39, 42. Parce qu'en 42, De Gaulle a envoyé un aviso délivrer la Réunion. Et cet aviso-là, il n'a pas fait de quartier. Hein. Les fusiliers marins ont débarqué. On les a aidés. On a porté le petit bateau gonflables, leur rame. On a mis tout ça dans la cave de notre maison à nous, Et là, tu à la avais rue Pasteur. 18 ans à peu près? Là, j'avais, oui, 18 j'avais ans. 16 ans, 16, ok. 16, 17 ans. Ok. Et en fait, tu es devenu un résistant. Ah Est-ce qu'il oui, fallait vous cacher un sale communiste. Et comment ça se passait alors Mais ça se passait. On vivotait. Et vous étiez caché pour recevoir, par exemple, les Ah ben la messages nuit, de... quand on se réunissait dans notre cellule, on appelait ça une cellule, dans notre cellule de résistants, quand on se réunissait, c'était un soir chez l'un, un soir chez l'autre, ou un soir au bord de la mer carrément. C'était jamais au même endroit. Et on avait un chef qui était le prince Vincent. Le prince Vincent, lui, il était un ingénieur électricien. Donc il avait un petit poste émetteur, et c'est lui qui entretenait les relations avec le commandant du bateau, de l'aviso. Ça, c'était une Alors période... à partir de là, on a reçu, donc on a fait débarquer les fusiliers marins. On est allé en groupe, mais beaucoup de monde. Et les fusiliers marins avaient tout l'équipement. Nous, on était chercher nos fusils à la maison, nous, hein, nous aussi. Ah, parce qu'on ne pouvait pas rester sur le carreau si jamais les pétainistes lançaient une attaque. Ils n'ont pas osé, ils savaient qu'ils étaient au plus faible. Ils savaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors ils sont restés tranquilles. Ils ont déposé leurs armes. On est allé au lycée. Mon petit professeur, président de la garde du maréchal, ben, c'est moi qui ai sommé de venir avec nous dans la cour jusqu'au mât du pavillon. Je lui ai demandé de faire descendre le drapeau de Pétain qui était là-haut. On a attaché le portrait du général de Gaulle, et c'est lui qui a fait monter, qui a attaché la corde et tout. C'était une bonne revanche, ça. Voilà. Mais Et ça puis, devait on l'a être... envoyé chez lui, on n'a pas été méchant. Bon, ouais, Il n'y avait aucune raison de frapper ni de taper personne. On l'a renvoyé chez lui, il est rentré chez lui. Et après, à la fin de la guerre, donc tu continues tes études. Entre-temps, Ben, moi, je continuais mes études, mon oncle Simon me faisait la classe. voilà. J'ai eu assez de bagages pour pouvoir me présenter à un concours, et j'ai été reçu à un concours d'adjoint des cadres. D'accord. Et donc là, tu vas en France, hein, c'est ça? Alors, avec non, adjoint des cadres, je suis nommé par le docteur Maurice G, D'accord. qui s'est installé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Paul. Et c'est lui qui avait des postes à pourvoir. Il m'en a donné un. Je suis allé l'occuper. J'ai travaillé pendant 1 ou 2 ans, 2 ans, à peu près 2 ans,
parce que je suis arrivé jusqu'au grade de directeur de 5e, D'accord. par ancienneté. Et comme les directeurs de 5e avaient accès à un stage de formation à l'école de la santé, je me suis fait inscrire avec d'autres copains de La Réunion. On est allé en France. Et là, Là, qu'est-ce qui s'est passé? on a fait un mois à l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé de particulier que tu m'as Alors raconté? là, ça a été sérieux, parce que j'ai eu une chance inouïe. Moi, j'ai fait un mois et demi à peu près à l'école, et puis le directeur de l'école, c'est le directeur de l'école de la santé qui a dispatché ses élèves sur les centres hospitaliers, sur les, comment dirais-je, sur les EHPAD. Il m'a envoyé à Arles. Je suis allé à Arles, à l'EHPAD d'Arles. Ça se trouvait sous la cave de l'ancien hôpital. Alors, j'avais ma chambre contiguë à celle de Van Gogh. Eh oui. Ah, un monsieur à qui j'ai serré les gommes, bien sûr. Et malheureusement, 2 jours après, il s'en allait. Il rentrait en Belgique. Et tu as rencontré quelqu'un d'autre aussi? Oui, mais à l'EHPAD, j'ai rencontré quelqu'un d'important. J'ai rencontré la plus vieille femme de France, Jeanne Calment, Et du monde aussi, je crois. de 117 ans. Ouais, elle avait 117 117 ans. Qui a vécu jusqu'à 122 ans. Hein. Donc presque 123 ans. C'est effectivement. presque 123. Exactement. Ça, c'est des rencontres qui marquent quand même. Ouais, j'imagine. Ben, ça ne m'a pas agrandi plus que ça. Je suis resté Guy quand même. Avec une petite fierté en plus, je pense. En tout cas, Ouais, moi. j'étais content d'avoir vu tout ce monde. Ok. Alors, donc ensuite, tu reviens à La Réunion. Alors, quand je reviens à La Réunion, je reviens avec le grade de directeur de 4e classe, chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Saint-Paul. Et, Voilà. et là, tu reviens Et avec je prends place à côté d'un directeur de 3e classe qui, lui, devient directeur administratif, M. Mordelet. Lequel M. Mordelet, un socialiste du Crouy, repart et obtient un poste très important au ministère. Mes stages, mes rapports de stage, tout ça, ont été primés au ministère. J'ai reçu les félicitations du ministre de la Santé. Il m'a offert je ne sais pas si c'est un grade, le titre de directeur, comment on appelle ça? je ne peux pas t'aider, honorifique, Honoraire, la honoraire. Directeur honoraire des hôpitaux. D'accord. Et donc, en fait, moi, ce que je voudrais que tu nous racontes aussi, c'est le passage des méthodes un peu brutales. Ah ben oui, à l'EHPAD d'Arles, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu comment on soignait les malades mentaux. On disait même pas malades mentaux à l'époque. On disait les fous. Alors c'était des projections, des jets d'eau, des coups de jet d'eau dans la figure, sur le corps. Les pauvres, ils se débattaient devant devant les infirmiers qui les arrosaient. Et ensuite, il y a eu justement le passage des soins par le jet d'eau, le remplacement par le procalmadiol, le premier médicament. Le procalmadiol, ça a été le premier grand médicament qui a soigné les gens. Et à La Réunion, on a eu aussi en fait, cette méthode Ben d'avant oui. avec... À La Réunion, oui. j'ai comment dirais-je,
la cheftaine des infirmières, mademoiselle Aiglé, elle s'appelait. Je peux dire son nom. Elle était célèbre. Mademoiselle Aiglé, j'ai vu Mademoiselle Aiglé diriger le jet d'eau sur les malades. Je l'ai vu en personne. Mhm. Et je l'ai vu après les soigner, pour calmadiol D'accord. et les médicaments. Et toi, tu m'as dit que ça te rendait fier, en fait, de pouvoir proposer ces méthodes douces. Ah ben, sûrement. Sûrement que les familles ont été vraiment contentes. Et ça nous a rapprochés. D'autant plus que les familles ne voulaient pas voir cet spectacle, ils ne venaient pas. Oui, c'est sûr. Tandis que là, elles rappliquaient toutes. Les samedis et dimanches étaient remplis de monde, l'hôpital psychiatrique. Les familles qui venaient, qui passaient la journée là. Et nous, parmi le personnel, on avait formé, notre syndicat avait formé une équipe et on préparait à manger D'accord. qu'on offrait aux parents des malades qui venaient. C'était une autre ambiance, en fait. Ouais, là, Carrément. c'était totalement différent. Et alors, la dernière question, c'est à propos d'un personnage que tu admires beaucoup, ton père. Mon père, Alors, qu'est-ce que tu mon père, admirais il a fait tant? 2 mandatures. Il a construit je ne sais combien d'écoles. Il s'appelle? Lucas Evenor, Oui, et c'était le maire. maire de Saint-Paul, Ok. maire communiste. Il a construit des écoles. Il a construit des écoles dans le cirque de Mafat. Il n'y avait pas de chemin pour aller à Mafat, anciennement. Il y avait un sentier à pic comme ça. Et tout ce qu'on menait, tous les comment dirais-je, le ciment, le sable, etc. Le sable, non. Le sable a été purgé, pris dans la rivière au fond. Donc on descendait de Roche-Plate dans le fond de la rivière. Ils allaient chercher à tête d'homme des sacs de sable. Et le ciment était porté à tête d'homme depuis le Maïdo, dans les sentiers abrupts, à tête d'homme. 25 kilos. 25 kilos sur chaque tête. Pour construire Pour l'école construire l'école de Roche-Plate. de Roche-Plate. D'accord. Donc c'était la première La école. première école dans le cirque. Après, il y en a eu d'autres. On a construit à Mafat. On a construit à Auréa. On a construit partout. Mon père a construit plein d'écoles. Il y a une qui porte son nom, l'école Émile Lucas de Boucan-Canotte. Ça, tu peux aller le voir, Boucan-Canotte. Ah, c'est à Boucan-Canotte, d'accord. À Boucan-Canotte. Combien? Oh. Bon, alors effectivement, c'est un personnage extraordinaire. Là, on pourrait aussi raconter énormément pendant longtemps, mais bon. Ah oui, ça. Et alors maintenant, ma dernière question, c'est tu as un talent caché que tu aimerais transmettre. C'est lequel? Ben, mon talent, hein, c'est de pouvoir raconter Oui, que j'ai tu en as vécu. un autre. C'est quoi? Tu me l'as dit tout à l'heure avec les petits, Ah les bon, petits dauphins. et j'aime bien miniaturiser Oui, les objets, les poissons par exemple. Je fais des dauphins que je vernis dans quoi? Dans quel matériau? avec, ben justement, avec les cabosses du sablier. Et c'est cet quoi arbre ça, qui le empoisonne. sablier? C'est quoi? Le sablier, Et c'est quoi? C'est quoi comme arbre? ben, c'est un arbre qui pousse comme ça et qui donne des cabosses, D'accord. voilà, Et qui éclatent. d'accord. Les cabosses, elles éclatent au soleil quand elles sont séchées. Mhm. Quand elles ont séché, craquent Oui. et ça tombe sur le sol. Et il y a des petites graines, Et les graines, et dans lesquelles les graines, si elles tombent dans un endroit propice à la germination, ben, elles donnent un arbre. Ok. Et c'est avec ça que tu fais des petits dauphins? Non, C'est pas encore avec ça? pas alors avec c'est- la graine, C'est avec quoi avec, alors? avec la coque, D'accord. avec ok. la carcasse qui Ah, il tient faudra- la graine.
Ok. Bah, si les gens voient un petit peu ce que c'est, ils Je comprendront. vais Moi, accrocher moi, la moi, je bientôt. veux voir. On va le voir. Et alors, en fait, ma toute dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, qu'on retienne de toi et qu'on... Personnellement, je n'ai jamais cherché à me rendre célèbre d'aucune façon. Je ne sais pas si, en restant humble, on ne trouve pas plus de bonheur qu'en faisant la boue et la pluie, comme on dit. Eh ben, je te Pas remercie tous. beaucoup. Je te remercie beaucoup, Guy. Voilà. Merci.